Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Ménégali et vous regardez Maîtriser les codes, une série de podcasts proposés par le cabinet Brucher, Tilgen & Partners, à retrouver sur le site www.brucherlaw.lu ainsi que toutes vos plateformes de streaming favorites. Aujourd'hui, nous allons évoquer le recouvrement de créances, tout d'abord pour définir les termes de notre énoncé et comprendre de quoi il s'agit et qui est concerné. Enfin, dans un second temps, nous détaillerons les différentes étapes qui composent le sujet qui nous occupe aujourd'hui, du rappel à l'amiable jusqu'à l'action en justice. Enfin, dans un dernier temps, nous verrons les bonnes pratiques et celles à éviter dispensées par les experts du cabinet Brucher, Tilgen & Partners. Ces experts, justement, présentons-les. J'ai à mes côtés Maître Philippe Sylvestre, partenaire et avocat à la Cour. Bonjour. Maître Gladys Giudici, counsel et avocat à la Cour. Bonjour. Et enfin Maître Élodie Lemagnan, senior associate, avocat à la Cour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être présents aujourd'hui. Je me tourne vers vous, Maître Sylvestre, avec une première question, vraiment une question d'introduction. J'aurais aimé que vous nous disiez qu'est-ce que c'est le recouvrement de créances. Je pense avant de venir au recouvrement de créances, il faut venir qu'est-ce qui est à l'origine de la créance qu'on souhaite recouvrer. D'une part, il y a souvent une relation civile, contractuelle, civile ou commerciale entre deux parties, le futur créancier et le futur débiteur, qui est la base et l'origine de la créance. Ensuite, il y a cette relation contractuelle où une des parties va faire défaut, souvent celui qui doit payer, qui ne remplit pas ses engagements contractuels. Et c'est alors au créancier de faire le nécessaire pour recouvrer sa créance envers le débiteur. Je crois également qu'il y a des cas particuliers que l'on entend sous l'appellation recouvrement de créances. Est-ce qu'on peut revenir sur ces cas particuliers ? Oui, on a naturellement le recouvrement de créances d'aliments entre époux, de loyer en cas de loyer non payé, ou aussi de salaire quand l'employeur ne paye pas son salarié. À cet égard, est-ce que le droit luxembourgeois dispose d'un arsenal juridique particulier ? Nous avons naturellement l'arsenal classique, c'est-à-dire les mises en demeure, le recouvrement luxembourgeois, mais comme vous le savez peut-être, le Luxembourg est un pays qui a beaucoup à faire avec les pays étrangers, avec les sociétés étrangères qui sont... Donc, soit le créancier est étranger, soit le débiteur est étranger. Et donc, il faut parfois allier le droit luxembourgeois avec le droit étranger. Très clair, merci pour ces explications. Entrons dans le vif du sujet. Nous allons détailler les étapes de la procédure et je me tourne vers vous, Maître Lemagnan. Commençons. Quelles sont les différentes étapes d'une procédure de recouvrement ? Par quoi commence-t-on ? Ah bien, avant de commencer la procédure, il y a lieu de faire des relances amiables. C'est toujours plus facile. Ça peut être par email, par téléphone. Et si le débiteur décide de ne pas répondre ou de rester silencieux, voire de contester la créance, alors là, on va faire une mise en demeure avec accusé de réception toujours pour prouver la réception du courrier par le débiteur. Et cette mise en demeure est souvent très dissuasive parce qu'elle mentionne les intérêts de retard. Très clair, très clair. Elle précède donc ce qu'on va appeler l'assignation judiciaire, n'est-ce pas ? C'est cela. L'assignation ou... Il y a d'autres types d'actes judiciaires. Ça peut aussi être une requête ou une citation. Ça dépend devant quel tribunal on se trouve. Ça ouvre l'instance judiciaire, donc vraiment le conflit, le contentieux. Et c'est une demande qui permet de recouvrer sa créance en justice. Et il faut aussi également tenir compte parfois des clauses de médiation qui peuvent exister dans les contrats, auquel cas il faudra d'abord tenter une médiation, c'est-à-dire une voie de recouvrement extrajudiciaire. Très clair, très clair. Si je vous suis bien, nous avons donc relance amiable, puis mise en demeure, puis assignation judiciaire. Et enfin, je crois que nous arrivons aux ordonnances de paiement, n'est-ce pas ? Les ordonnances de paiement, c'est une voie, on va dire, parallèle à l'assignation. Ça se fait quand le débiteur est exclusivement au Luxembourg et lorsque la créance n'est pas contestée. Ça peut être une voie plus rapide, selon les cas, d'obtenir un titre exécutoire permettant de recouvrir sa créance. Merci pour ces éléments, Maître Lemagnan. Je me retourne vers vous, Maître Sylvestre. Y a-t-il des cas de jurisprudence à ce sujet ? Il y a des cas un peu particuliers dans la mesure où, comme Maître Lemagnan le disait, si vous faites vos relances à l'amiable, vous avez le plus souvent le débiteur et le créancier, une relation qui existe déjà parfois même depuis plusieurs années. Donc il y a peut-être un échange qui va se faire où le débiteur va dire « oui, je sais que je te dois autant d'argent, mais je ne peux pas payer ».
Donc, il y a ce qu'on a en droit civil, on appelle une reconnaissance de dette. La dette n'est pas contestée, ou le quantum, donc le montant et le principe de la dette n'est pas contesté. Et cela vaut en sorte un titre qu'on pourrait utiliser pour immédiatement, selon la jurisprudence que vous évoquiez, assigner en faillite. L'assignation en faillite d'une société commerciale est la pression la plus ultime, parce qu'une fois que vous avez eu l'assignation, que l'affaire a été plaidée, il y aura un curateur qui sera nommé et la société sera en faillite. Donc, le débiteur va tout faire pour éviter une faillite. Donc, c'est un moyen de pression qui peut être très efficace pour avoir un paiement immédiat de sa créance, même parfois on privilège d'autres créanciers. Merci pour ces éléments de réponse. Nous nous approchons tout doucement de la troisième partie, c'est-à-dire ce qu'on avait nommé en préambule les bonnes pratiques des experts. Et je me tourne vers vous, Maître Giudici. En tant qu'avocat, que recommandez-vous ou non à vos clients à ce sujet ? Alors, la première chose qu'on recommande quand un client vient nous consulter, et d'ailleurs on regarde ses documents contractuels, il faut disposer de documents contractuels, que ce soit un contrat, devis, facture, bon de commande, qui sont bien rédigés. Donc bien rédigés, ça signifie conforme évidemment au droit luxembourgeois, mais également dans des termes clairs et avec des clauses parfois qui sont nécessaires, comme des clauses d'intérêt de retard et ce genre de choses qui est assez efficace en pratique. Il faut peut-être aussi garder un certain contact permanent avec son interlocuteur, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact. Donc évidemment, c'est ce qu'on conseille à nos clients. C'est dans un premier temps ne pas sortir forcément une artillerie très lourde et être plutôt dans des relances orales, en tout cas pour garder un bon contact avec ses partenaires commerciaux, éventuellement des relances écrites par email et seulement après, évidemment, on intervient. Mais il faut effectivement être assez proactif sur ces relances, puisque ne pas relancer pendant plus de 6 mois, voilà, il vaut mieux garder un contact assez régulier. Si je vous comprends bien, c'est peut-être aussi d'abord essayer de trouver une voie de négociation avant de passer à une dimension plus procédurale, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Comme on dit toujours, il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais jugement. Donc nous, dans un premier temps, vraiment, ce qu'on conseille aussi aux clients, c'est de trouver des voies de négociation, ou même des délais de paiement. Ça peut arriver que vous ayez un fournisseur ou un client qui rencontre des difficultés financières. Et dans un tel cas, évidemment, on privilégie des échéanciers et évidemment, un accord amiable est toujours préférable plutôt qu'un silence radio et un non-paiement. Effectivement. Je crois qu'au Luxembourg existe ce qu'on appelle la théorie de la facture acceptée, mais dites-nous en plus, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors la théorie de la facture acceptée, qui n'est pas nécessairement connue de tous les professionnels, c'est une règle de droit luxembourgeois qui pose une présomption réfragable de facture acceptée dans l'hypothèse où votre facture n'a pas été contestée en déant un délai raisonnable qui est actuellement, selon la jurisprudence, d'environ 1 ou 2 mois, selon les cas. Voilà. Très bien. J'imagine enfin que le recours à un avocat dans un tel cas de figure est plus que recommandé. Oui, évidemment, on ne peut pas dire le contraire. L'avantage d'un avocat, c'est qu'il va prendre on va dire, le problème à bras-le-corps et qu'on va pouvoir trouver des moyens de pression sur le débiteur qui seront appropriés et conseiller le client afin qu'il puisse également conserver une relation commerciale avec son co-contractant. Quels sont enfin, de façon très pragmatique et concrète, les conseils que l'on peut donner aux personnes concernées, notamment dans leur approche de leur avocat, dans leur relation avec l'avocat ? Tout d'abord, il faut qu'ils fassent un suivi de leurs impayés assez récurrents, qui mettent en place une procédure en interne. Et lorsqu'ils sentent que cela devient un peu plus compliqué, c'est de venir voir son avocat et d'évidemment de communiquer tous les documents nécessaires à l'avocat, puisque on est évidemment là pour défendre son intérêt et que plus on a d'éléments et mieux on pourra gérer le problème. Oui, ne rien occulter, si je vous comprends bien. Très clair. Merci, Maître Giudici, pour ces éléments. Je me retourne enfin vers vous, Maître Sylvestre, pour cette dernière relance. Comment aujourd'hui le cabinet Brucher, Tilgen & Partners accompagne-t-il ses clients à ce sujet ? Quelles sont les spécificités de votre accompagnement ?
Je pense que nous accompagnons nos clients en 2 temps. D'une part, comme maître judiciaire a dit, il est important d'avoir une relation contractuelle, donc la documentation contractuelle bien en place. Donc ça arrive souvent que les clients nous demandent de revoir leur contrat, des conditions générales, des contrats cadres, pour revoir que toutes les clauses soient conformes au droit luxembourgeois, qu'elles ne fassent pas référence à du droit étranger, alors qu'on a peut-être dans un groupe repris les conditions générales du groupe français ou groupe allemand. Ensuite, on accompagne une fois naturellement que le créancier, donc notre client, ne se voit pas payer. On accompagne déjà, même avant de faire apparence par rapport au débiteur. On lui dit il faut maintenant faire des mises en demeure qui vont partir peut-être d'abord sur du papier en tête du client, et ensuite on peut faire une mise en demeure nous-mêmes. Donc nous faisons vraiment un accompagnement du début à la fin. Parfois les clients viennent en cours de route quand ils veulent faire le recouvrement, et on s'aperçoit que les contrats à la base n'étaient pas forcément bien ficelés ou bien rédigés et qui nous compliquent la tâche. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Souvent, les clients ne veulent pas forcément investir, parce que ça coûte naturellement de l'argent, dans une bonne rédaction de contrat, mais ça facilite la chose, et à long terme, le return on investment que le client va avoir va se montrer dans un recouvrement de créances efficace. Donc, l'étude accompagne au fur et à mesure le client. Et il peut souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a des créances de recouvrement international, l'étude Bruchatilch a un réseau international développé avec des partenaires, où nous pouvons soit ponctuellement demander à un avocat étranger dans une autre juridiction de nous assister ou nous donner des coups de main pour favoriser un recouvrement le plus efficace. Merci beaucoup, Maître Sylvain. Merci beaucoup à tous les trois. J'invite nos auditeurs qui souhaitent aller plus loin à consulter le site Brucher Tiljon & Partners. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui portera, je crois, sur la transmission d'entreprise. D'ici là, portez-vous bien. Excellente journée à toutes et à tous.